Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, édition spéciale. Ce soir, suite au remaniement gouvernemental, après l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Paris dans l'affaire Cahuzac, le président Hollande met fin aux fonctions du ministre du Budget et le remplace par Bernard Cazeneuve, l'actuel ministre des Affaires européennes. Changement conséquent ce soir puisqu'avec Jérôme Cahuzac, c'est un élément clé du dispositif Hollande Héros qui quitte le gouvernement en pleine préparation du plan de rigueur pour 2014 et à l'heure d'arbitrage décisif pour l'économie française. Alors quelles sont les conséquences pour l'exécutif? L'analyse avec des éditorialistes sur notre plateau ce soir et de nombreux invités politiques en notre compagnie. Voilà pour votre programme ce soir et on commence le journal par cette accélération des événements depuis l'annonce dans la journée de l'ouverture par le parquet de Paris d'une information judiciaire, notamment pour blanchiment de fraude fiscale dans l'affaire Cahuzac. Matignon et l'Élysée sont restés silencieux un moment et le communiqué est finalement tombé aux alentours de 19 h pour annoncer le départ à sa demande de Jérôme Cahuzac. Retour sur cette journée et aussi sur le bras de fer entre l'ancien ministre et le site Mediapart. Tous les détails avec Simon Barbarie. Sa position était devenue intenable. Fragilisée depuis quelques mois par une enquête préliminaire concernant un éventuel compte en Suisse, c'est à sa demande que ce soir François Hollande a mis fin aux fonctions de Jérôme Cahuzac. En décembre dernier, le site Mediapart avait pour la première fois évoqué un montage financier complexe. Jérôme Cahuzac aurait clôturé en 2010 son compte à la banque suisse UBS. Ses avoirs auraient alors été transférés à Singapour. Mediapart avait par la suite diffusé un enregistrement datant d'une dizaine d'années. Une voix masculine identifiée par le site comme celle de l'ancien ministre du Budget reconnaît l'existence d'un tel compte. J'ai toujours un compte ouvert à l'UBS, S'ensuit un bras de fer entre Mediapart et Jérôme Cahuzac. L'ancien grand argentier du gouvernement ne cesse de clamer son innocence et pointe des accusations absurdes du site. Je dément en bloc et en détail et en conséquence, ce n'est pas moi. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Une enquête préliminaire est alors ouverte début janvier. Mais voilà, cet après-midi, les événements s'enchaînent. Le parquet de Paris ouvre une information judiciaire contre X pour blanchiment de fraude fiscale. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe. Jérôme Cahuzac quitte le gouvernement, mais réaffirme son innocence et dénonce la calomnie des accusations portées contre lui. Et on écoute tout de suite la réaction de responsables politiques de droite comme de gauche. Je salue la dignité de la décision de Jérôme Cahuzac. Alors qu'il n'est pas mis en examen, qu'il y a l'ouverture d'une enquête préliminaire, il a préféré protéger le gouvernement et la France plutôt que sa personnalité et sa propre personne. Je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement. Je pense aussi que pour sa défense, c'est plus facile pour lui d'organiser sa défense en étant en dehors du gouvernement qu'en étant en responsabilité. Si un magistrat du parquet demande par un acte d'accusation à un juge d'instruction d'enquêter, c'est qu'il considère qu'il y a matière à rechercher. S'il y a matière à rechercher, nous sommes dans une situation qui est nouvelle et c'est ce qu'a constaté le président de la République avec Jérôme Cahuzac lui-même. Et pour l'analyse avec nous sur le plateau du 22 h, notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud, bonsoir. Bonsoir Sonia. Merci d'être là Jean-Louis. Et Philippe Gouliot, bonsoir Philippe. Bonsoir Sonia. Chef du service politique du Figaro. Alors Philippe, Jérôme Cahuzac a résisté, il a nié et continue d'ailleurs ce soir, on le précise, de nier ce qu'on lui reproche. Mais ce soir, cette décision du président Hollande sur la demande, précise le communiqué du ministre du Budget, de partir, elle était selon vous logique ou du moins inéluctable ? Elle était devenue totalement inéluctable depuis quelque temps, dans les dernières heures notamment. C'est vrai que Jérôme Cahuzac a nié toujours avec beaucoup de fermeté, on l'a vu dans les images là, notamment à l'Assemblée nationale, il a nié avoir jamais eu un compte à l'étranger. Et il l'a dit aussi dans le secret du bureau du président de la République à François Hollande et à Jean-Marc Ayrault, il leur a assuré qu'il n'avait pas de compte. Donc maintenant
maintenant, il semble que l'un de ses arguments s'effondre, c'est-à-dire la fameuse bande, l'enregistrement. On va préciser que voilà, c'est vraiment dans ce dossier, tout se passe autour d'une pièce, c'est un enregistrement. On entend un homme évoquer donc un compte en Suisse. La possibilité, selon la justice, que ce soit la voix de Jérôme Cahuzac est de 60%. Pas de certitude, mais des doutes ce soir. Et des doutes vraiment forts là maintenant, alors que lui a toujours nié être l'homme qui dit j'ai un compte à l'UBS et c'est embêtant parce que c'est pas l'endroit le plus sûr. Et effectivement, là c'est une pièce de sa défense qui s'effondre. Alors ça prouve pas du tout sa culpabilité, bien entendu. Et d'ailleurs lui-même continue à parler de manœuvres calomnieuses et il affirme sa présomption d'innocence. François Hollande aussi, d'une certaine manière, reconnaît. Et puisqu'il dit que c'est à sa demande qu'il a mis fin à ses fonctions pour se défendre. Mais évidemment, le gouvernement ne pouvait pas continuer avec ce clou dans sa chaussure. Malgré tout, François Hollande est allé très vite. Aujourd'hui, il y a une accélération des événements. Il n'y a pas encore de mise en examen, mais il a tranché. Non, mais je pense qu'il devait le faire très vite et que c'était vraiment la seule solution. Et d'autant que demain, il y a quand même ce débat de censure qui, normalement, aurait dû permettre à Jean-Marc Ayrault d'essayer de reprendre la main sur une majorité pas très enthousiaste, sur une situation économique difficile. Et donc l'idée c'était que Jean-Marc Ayrault redonne un cap et que ensuite François Hollande reprécise les choses et reprenne de la hauteur à la télévision. Là maintenant tout est changé. Je vais donner la parole à Jean-Louis Gombault pour justement parler du rôle de Jérôme Cahuzac, ce ministre, ancien ministre ce soir. Je voulais simplement vous demander, est-ce que ce soir François Hollande a adopté la jurisprudence que l'on peut appeler Bérégovoy Balladur, jurisprudence qui, je le précise, veut qu'un ministre mis en examen ou en passe de l'être ne reste pas en fonction. On va rappeler que le 23 mai 92, Bernard Tapie, ministre de la Ville de Pierre Bérégovoy, inaugure la série. En démissionnant de son poste, il anticipe de quelques jours sa mise en examen dans un litige privé et commercial. Il reviendra 7 mois plus tard, mais il démissionne. Même chose, le 17 juillet 94, c'était Alain Carignan, ministre de la Communication du gouvernement Balladur. Oui, ben là, on s'inscrit dans cette logique et même on anticipe puisqu'il n'y a pas de mise en examen. C'est d'ailleurs une jurisprudence qu'on peut discuter. Parce qu'au fond, on le sait bien, il est assez facile de mettre en cause un homme politique, surtout un homme politique de premier plan et qui peut parfois, comme c'était le cas de Jérôme Cahuzac, avoir beaucoup d'ennemis et susciter beaucoup de jalousie. Donc on peut assez facilement jouer avec ça et dans le passé, on a vu plusieurs exemples de ministres qui finalement sont revenus ensuite et ont été totalement lavés de tout soupçon. Alors, bien entendu, c'est pas toujours le cas et il faut aussi se garder une porte de sortie. Et là, je pense que c'était la bonne porte de sortie pour Hollande. Et puis, après, on verra. On accueille avec nous sur notre plateau Claude Veil. Bonsoir Claude. Bonsoir Sonia. Directeur délégué à la rédaction du Nouvel Observateur. Merci d'être avec nous. Jean-Louis Gombault. Jérôme Cahuzac, c'est l'homme des arbitrages douloureux, des joutes aussi verbales, homme de fer qui avait la plus ingrate des missions de ce gouvernement. Et le caractère ingrat de sa mission allait s'aggraver s'il était resté à Bercy, car les choses, sur le plan économique et budgétaire, se compliquent à vue d'œil. Je vous donne l'agenda, comme on dit maintenant. D'ici à la fin du mois de mars, il va falloir soumettre au Parlement les perspectives budgétaires de la France 2013-2017, 2014-2017, étant donné que les calculs sont modifiés, puisque l'on sait qu'à la fin de l'année, on n'obtiendra pas les 3% qui étaient recherchés au départ, mais on sera 3,7%, donc tout est décalé. Donc il fallait soumettre ce programme budgétaire jusqu'en 2017. Ensuite, ce programme était soumis à la Commission européenne pour savoir s'il n'y avait pas un loup à l'intérieur des calculs qui étaient proposés aux Européens. Puis ensuite s'engage la discussion budgétaire. Et alors, avec une particularité cette année, pour la première fois avec le nouveau traité européen, c'est un budget qui est élaboré conjointement avec les Européens, les États européens, la Commission européenne et évidemment Bercy, l'État français. Autrement dit, et alors que le contexte économique se complique puisque l'OCDE même aujourd'hui vient de dire que la croissance cette année ne serait que de 0,1%, donc la reprise n'est pas au rendez-vous. Alors, il se serait retrouvé, et c'est là où le personnage de Bercy devient absolument clé, il se trouvait devant un problème économique sérieux et une négociation avec l'ensemble des Européens. C'est-à-dire qu'il était soumis quelque part à une espèce de
de coordination, mais aussi de confrontation avec les élus, parce qu'il va leur dire il faut faire 5 milliards d'économies pour boucler le futur budget 2014, et ensuite négocier avec l'ensemble des ministres européens. Il n'était pas possible, dans ces conditions, d'avoir un ministre qui n'était pas d'apparence, en tout cas, ou qui avait un problème judiciaire. Mais Claude Veil, Jérôme Cahuzac, l'harpagon du gouvernement, s'acquittait de sa tâche avec beaucoup de zèle, et il faut le reconnaître aussi, de talent. D'ailleurs, personne à gauche ni à droite ne lui conteste son aisance et sa maîtrise des dossiers. C'était l'homme de la situation. C'était absolument l'homme de la situation. Et en plus, je dirais que c'était un sale boulot, comme ça a été dit, mais qu'il le faisait avec conviction. C'est-à-dire qu'il fait partie des socialistes qui pensent vraiment que la France a un problème avec les déficits, que la France doit passer nécessairement par l'assainissement des finances publiques, que ce n'est pas juste une concession au marché ou à l'ère du temps et à l'idéologie néolibérale. Il faisait ça avec beaucoup d'acharnement et de conviction. Et une puissance qui n'est pas liée à son équation personnelle dans les équilibres savants du Parti socialiste, mais à sa personnalité. C'est un homme à la fois dur, tranchant. On se souvient d'un article du journal du dimanche qui avait titré « L'homme détesté par le gouvernement », sûrement craint en tout cas par ses collègues, mais... Il y a une espèce de paradoxe, c'est qu'il n'aurait pas gagné le prix de camaraderie au sein du Parti socialiste. C'est un homme qui était plus estimé et craint que véritablement aimé, mais qui était apprécié à droite. Tout le monde a observé que depuis le début de ce qu'il faut bien appeler maintenant l'affaire Cahuzac, la droite a été extrêmement... l'a joué profil bas. Il a été très très peu attaqué, il a été soutenu publiquement ou en privé par des gens comme Woerth, comme Guéant, qui lui a passé qui lui ont passé des petits mots d'amitié. Pourquoi? D'abord parce qu'il ne faisait pas partie de ceux qui ont flingué Woerth dans des circonstances comparables. Il a été très fair-play avec Woerth. Et puis parce que, comme président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, dans ce système de cohabitation qui a été instauré sous Sarkozy, où le président de la Commission de l'Assemblée nationale était de l'opposition, il a noué avec les gens de Bercy à l'époque, Barouin, etc., des relations de confiance et de respect mutuel. D'accord. Alors, c'est aussi, on va le préciser parce qu'on parle de lui au passé, c'est une démission. Il est toujours vivant. Voilà, on le rappelle, et puis il peut y avoir un retour aussi, mais c'est quand même, Philippe Goullioud, une mise entre parenthèses de la carrière d'une étoile montante de la politique propulsée au 5e étage de Bercy. Oui, et puis c'était quand même un des poids lourds de ce gouvernement qui en manque cruellement quand même. C'était une des révélations de l'équipe Hérault. Franchement, là maintenant, ça va cruellement manquer. Et notamment à l'Assemblée nationale, où il avait quand même un grand talent pour défendre les projets de loi de finances, pour répondre à la droite aussi, avec le respect que... On connaît ses joues de vert pâle, oui, sa absolument, précision dans les réponses. Oui, et puis quand même, c'était une lame, quoi. Remarquable maîtrise technique des dossiers. Absolument. Et donc c'est remarquable manque technique oratoire. Non, c'était pas un homme de la conciliation quand même. Les ministres, on a dit qu'il y avait des ministres qui étaient en pleurs dans son bureau à Bercy lorsqu'il a imposé les économies budgétaires. Beaucoup d'élus le trouvaient un peu intransigeant sur ces mêmes questions budgétaires dont il avait la charge. Donc l'affection, l'amitié qu'on pouvait lui porter était quand même relative au sein même du... Alors messieurs, c'est un homme brutal, je disais c'est une lame. Ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on ne soupçonnait pas, c'est que dans l'acier de cette lame, il y avait une paille, quoi. Le départ du ministre du Budget a donné lieu à un jeu de chaises musicales. Pas de nouveaux entrants ce soir dans l'équipe Hérault, mais des changements loin d'être anodins. Pour la suite, on voit tout cela avec Tam Tranui et on en parle juste après. Jérôme Cahuzac, en démissionnant, quitte un poste clé du gouvernement, le budget. Il est remplacé par Bernard Cazeneuve. L'actuel ministre délégué aux Affaires européennes a été un avocat fervent du traité budgétaire européen, réussissant à convaincre les plus réticents au Parlement d'adopter le texte. Le voilà promu, il aura la lourde tâche de remplacer un redresseur des finances publiques charismatique, technicien et sans état d'âme. À ce poste, il va devoir préparer le plan de rigueur pour 2014, à l'heure où les ministères sont sommés par Jean-Marc Ayrault de trouver 5 milliards d'économies nouvelles pour l'année prochaine. Suite du jeu de chaises musicales, Thierry Repentin, actuel ministre délégué à la formation professionnelle, hérite du ministère des Affaires européennes. Ce spécialiste du logement arrive sur un terrain nouveau pour lui, en pleine crise de la zone euro.
À la formation professionnelle, Thierry Repentin a contribué à la création de 2 mesures emblématiques, les emplois d'avenir et le contrat de génération. Son portefeuille échoit à son ministre de tutelle, Michel Sapin. La formation professionnelle, secteur souvent décrié, qui doit faire l'objet d'une réforme d'ici la fin de l'année. Alors parlons de ce jeu de chaises musicales. Le successeur donc de M. Cahuzac, c'est Bernard Cazeneuve, un fidèle de François Hollande qui entre dans la lumière ce soir. C'est un proche donc du président, 49 ans, il arrive à Bercy dans le chaos de la décision de Jérôme Cahuzac. Philippe Gouliot ce soir. Oui, alors c'est un proche de fraîche date parce qu'initialement il est fabusien, ne serait-ce que par la localisation géographique de sa terre d'élection, Cherbourg. Et par son engagement pour le non au référendum européen. Absolument. Il avait effectivement combattu le non au référendum aux côtés de Laurent Fabius. Mais effectivement, il est devenu l'un des porte-parole de François Hollande pendant la campagne et c'est là qu'il a gagné ses galons. Alors il était ministre des Affaires européennes, ministre délégué, il devient ministre délégué au budget. C'est un bon technicien aussi. C'est un type assez solide, coulisses, lors du débat très actif sur le en coulisses, un bon débatteur. Bon, là, il va falloir aussi qu'il acquiert du charisme, mais à mon avis, il peut. Il connaît bien les dossiers européens, ce qui va être utile comme nous le... Peut-être qu'elle sera utile au budget, il devra convaincre ses collègues des dépenses à venir pour lui. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on ne peut pas imaginer 2 personnages plus dissemblables. C'est-à-dire autant Cahuzac est tranchant et facilement cassant, autant Cazeneuve est un homme tout en rondeur, très fin, qui parle toujours très doucement, légèrement côteleux. Mais c'est un faux doux, c'est un faux gentil qui peut être extrêmement brutal, mais toujours avec une courtoisie à l'ancienne, extrêmement sophistiquée. Jean-Louis, oui, le ministre a changé, mais la politique, c'est la même. C'est la même, et je pense que le choix n'est pas un hasard, parce que le budget 2014 sera très européen. C'est-à-dire qu'il est construit, il va être construit pour la première fois avec les Européens. Donc il a un réseau quand même à l'intérieur du système européen qui va l'aider à faire le travail. Alors messieurs, dans un instant, je vais recevoir mes invités politiques. Je voudrais d'abord vous demander si ce soir... Repentin. Oui. Repentin sur lequel Hollande est extrêmement louangeur. Qui passe aux affaires louangeur. européennes à un moment crucial pour l'Europe. Hollande considère que Repentin est une des révélations du gouvernement, justement. Et Michel Sapin, on le précise, récupère donc la formation professionnelle. Portefeuille élargi pour le ministre du Travail. Je voulais vous demander si avec cette décision, ce remaniement ce soir, est-ce que l'incendie médiatico-judiciaire est éteint ou est-ce que peut-être il y a une brèche et c'est une crise politique? Ça, l'avenir le dira, mais vous vous souvenez, Jacques Chirac avait coutume de dire les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Et bien là, on peut dire que François Hollande et Jean-Marc Ayrault en font la mère démonstration. Alors est-ce que c'est fini? Donc ils ont choisi d'amputer à chaud, sans anesthésie, et ils ont géré l'affaire avec beaucoup de diligence parce qu'il fallait surtout ne pas laisser s'installer, pour les raisons européennes qu'ont évoqué Jean-Louis tout à l'heure, pas laisser s'installer le doute, le flottement. Donc annoncer en même temps la démission, le remplacement, présenter un paquet ficelé, déjà c'était une manière de limiter la casse dans une conjoncture qui de toute façon est une mauvaise affaire pour le gouvernement. Et rappelons-nous que les problèmes de M. Jospin ont vraiment commencé aussi avec le départ de Strauss-Kahn en 1999. C'est là où la courbe s'infléchit. Il perd un homme clé dans son... Donc l'occasion d'en reparler ensemble. Le mot de la fin, Philippe. Le budget, c'est la place du mort, c'est l'endroit maudit. C'est vraiment un ministère exposé. Ce que je voulais dire, c'est que François Hollande a montré aussi qu'en fait, il est assez dur. Et ceux qui ont tendance à croire que c'est un gentil, qui ne tranche pas. Peut-être qu'ils vont Ils ont la comprendre que ça démonstration n'est pas ce soir. tout à fait. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Je sais que vous devez aussi écrire beaucoup pour vos quotidiens, journaux et hebdomadaires à venir. Donc merci d'avoir été avec nous ce soir. La suite du 22h, dans un instant, j'accueille mes invités politiques. On parlera évidemment de ce remaniement et de Jérôme Cahuzac, homme de fer, on l'a dit, rigoureux, connaissant parfaitement ses dossiers. C'est ainsi qu'il est décrit à gauche comme à droite. Ce soir, l'ancien ministre délégué au budget réaffirme son innocence, son portrait ce soir avec Joachim Rob. Regardez. C'était un des hommes clés de la majorité. Ministre du budget, c'est lui qui orchestrait la politique de rigueur, un rôle central qu'il impose et assume rapidement dans le gouvernement Ayrault, au point d'éclipser son ministre de tutelle, Pierre Moscovici. Cette reconnaissance politique et médiatique, Jérôme Cahuzac la forge l'été dernier en préparant la loi de finances 2013. 10 milliards d'euros de réduction de dépenses, 10 milliards de coupes budgétaires qu'il doit imposer aux autres ministres, ce qui lui vaut quelques accrochages et discussions houleuses. Car ce boxeur amateur aime le combat, un fort caractère qui maîtrisait ses dossiers. Député depuis 1997, puis président de la commission des finances à l'Assemblée, il connaissait par cœur les arcanes et les hommes de Bercy.
Un expert réputé, capable de présenter sans notes les dispositifs budgétaires les plus complexes et une nouvelle carrière pour cet ancien chirurgien qui a fait fortune en fondant une clinique spécialisée dans les greffes de cheveux. Son départ tombe donc au pire moment pour le gouvernement en pleine préparation du budget. Croissance nulle et de nouvelles coupes budgétaires annoncées, la tâche s'annonce complexe. Depuis hier, les ministres défilaient dans son bureau pour discuter de leurs lettres de cadrage. Demain, ils auront un nouvel interlocuteur. Et nos invités politiques sur le plateau du 22h ce soir, je vous les présente avec plaisir. Gérard Longuet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, sénateur UMP de la Meuse, ancien ministre. Merci d'être avec nous. Jean-Pierre Chevènement, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur du territoire de Belfort, ancien ministre et président d'honneur du mouvement républicain et citoyen. Également avec nous, Leïla Aïchi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sénatrice écologiste de Paris, membre de la Commission des Affaires étrangères. Et avec nous, François Patria, sénateur socialiste de la Côte d'Or. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, messieurs, madame, est-ce que c'est la bonne décision qui est intervenue ce soir? Le président de la République a tranché rapidement, Gérard Longuet. C'était la seule. C'était la seule dans l'intérêt personnel de Jérôme Cahuzac, pour qu'il puisse puiser l'énergie de se défendre, et il le souhaite. C'était la seule pour le gouvernement, parce qu'un gouvernement affaibli dans les circonstances actuelles, c'est à peu près insupportable. Je crois que c'était la seule. François Pour une fois, Hollande a pris une décision rapidement. Ben, je vous laisse répondre. C'est d'abord la décision de Jérôme Cahuzac lui-même, et elle lui fait honneur. Jérôme Cahuzac est mon ami, il a toujours clamé son innocence, et je n'ai ce soir aucune raison de ne pas le croire. Vous vivez cette décision comme une injustice ou vous trouvez que c'est logique, c'était inéluctable justement Dans le processus d'aujourd'hui, elle est logique, mais je trouve qu'elle est très injuste. Si vous me permettez, je suis complètement de votre avis. Le lynchage médiatique le condamne à cette attitude de défense personnelle. Il est totalement injuste puisqu'il est présumé innocent. Jean-Pierre Chevènement, est-ce que c'est quand même un coup dur pour le gouvernement et le couple exécutif Hollande-Hérault qui souffre déjà d'une impopularité conséquente dans un contexte économique que l'on connaît? Il perd un élément clé de son dispositif, un homme dont la qualité, la connaissance des dossiers est reconnue par tous à droite comme à gauche, il me semble. Il est sûr que Jérôme Cahuzac est un homme de grand talent. Et le gouvernement perd avec lui un bon ministre du budget. Je ne dis pas que j'approuvais toutes ses orientations, notamment s'agissant de la défense, puisqu'on nous avait demandé de venir parler du budget de la défense. Et c'est vrai que notre pays risque de connaître un déclassement historique du point de vue des moyens de sa défense, si du moins les avis du budget sont suivis. Mais en dehors de cet aspect, je veux dire que Jérôme Cahuzac était un ministre de valeur, que son départ lié à la pression médiatique, on vient de parler de lynchage médiatique. Pardonnez-moi, il y a quand même une information judiciaire qui a été ouverte ce soir. C'est pour cela qu'il y a une accélération des événements. Il me semble que ce ne sont pas les médias qui ont accéléré la décision du président de la République. Si, d'habitude c'était... on attendait que la condamnation soit prononcée. Puis on est arrivé à la mise en examen. C'était la fameuse jurisprudence Balladur. Il y a de cela presque 20 ans. Maintenant, c'est l'ouverture d'une information par le parquet, qu'en plus on veut libérer, comme s'il ne se libérait pas tout seul, visant un membre du gouvernement. Sur la base de quoi? Je tiens à dire que l'enregistrement téléphonique qui a été livré par M. Plenel, ancien directeur général du Monde, aujourd'hui directeur de Mediapart, lui a été fourni par le concurrent malheureux de M. Cahuzac aux élections municipales de Villeneuve-sur-Lot. Soit vous remettez déjà, en cause ça devrait... l'origine de cet enregistrement. Eh bien, je trouve que oui, il y a une curée qui se déchaîne. Moi, je ne veux pas y participer. Je tiens à dire que l'utilisation de cet enregistrement téléphonique devrait éveiller quand même une certaine indignation. Alors, il y a des arrière-plans que j'ignore. Mais moi, je reste fidèle à un principe, c'est la présomption d'innocence. Bien sûr, et on le rappelle ce soir, Jérôme Cahuzac. Mais oui, mais ces principes sont constamment bafoués au pied. Je dirais, on peut parler du principe de la présomption d'innocence. Mais c'est la décision du président de la République ce soir. Et mais il est lui-même soumis à la pression médiatique, comme Jérôme Cahuzac. Donc voilà, nous sommes dans un système où les hommes politiques ne sont plus maîtres de grand-chose. Leïla Aïchi, est-ce que vous partagez cette indignation exprimée ce soir par Jean-Pierre Chevènement? Moi déjà, au préalable, je prends acte effectivement de la démission
Jérôme Cahuzac. Certainement pour lui-même, il a pris certainement la meilleure décision pour que justement il puisse assurer sa propre défense. C'est vrai que c'est une situation qui est assez compliquée et qu'en même temps, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, nous devions, dans les temps prochains, discuter du budget de la nation. Il se serait retrouvé dans une situation compliquée. Je rejoins quelque peu mon collègue sur ce point, c'est que moi je suis avocat de profession et je me suis interrogée sur l'origine de cet enregistrement et qu'effectivement il faut aussi faire les choses avec beaucoup de sagesse et de prudence dans la situation dans laquelle nous sommes. On va rappeler quand même que cela, puisque vous m'en parlez, hein, vous parlez de Mediapart, cela fait des semaines et près de 2 mois que cette affaire a commencé et Mediapart a toujours maintenu ces accusations. Les deux camps d'ailleurs se sont opposés, rien n'a été épargné, mais Mediapart a toujours clamé que cet enregistrement est réel et que la voix est bien celle de Jérôme Cahuzac. Ce soir, la justice dit qu'à 60% elle serait la voix de l'ancien ministre. Vous avez... Ça vous fait sourire, Pierre Chevènement. Je donne les faits. La police scientifique de Écully a examiné cet enregistrement. Et sur une échelle de -2 à +4, ils ont dit c'est probablement autour de 2, c'est-à-dire à 60. Mais peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et sur cette base-là, le parquet a décidé d'ouvrir une information. Tout ça est quand même amusant. Enfin, n'est pas amusant pour Jérôme Cahuzac ni pour la France. Mais je dirais la manière dont les affaires sont traitées ne peut que susciter une certaine ironie. On remarque que les soupçons font des dégâts dans le camp au pouvoir. Par-delà l'alternance, Mediapart a toujours dit qu'il était un pourfendeur anticorruption et qu'il était totalement indépendant vis-à-vis des pouvoirs de droite comme de gauche. Enfin, moi, je me souviens que Le Monde m'avait condamné en 1994 et que les tribunaux m'ont relaxé. Voilà, j'ai été condamné par Le Monde, c'est-à-dire par M. Plenel ou ses prédécesseurs. Ça ne m'a pas interdit d'être relaxé par un tribunal en bénéficiant d'une instruction équilibrée. Ce qu'un homme en vue ne peut jamais obtenir. Au bout de combien d'années? Eh bien, ça varie entre 3 ans et 13 ans, monsieur le cher Jean-Pierre. Donc, Jérôme Cahuzac s'engage dans un long voyage et il lui faut des nerfs d'acier. Il les a. Nous allons parler de l'aspect politique aussi, François Patria, parce que demain c'est une journée importante également pour le gouvernement et pour Jean-Marc Ayrault. Il y a la motion de censure de Jean-François Copé qui tombe à pic, malgré tout pour l'opposition. C'est un Jean-Marc Ayrault, selon vous? Vous nous direz si ça tombe à pic, affaibli, qui va devoir répondre également à cette polémique. Je ne pense pas. L'honneur de ce gouvernement, c'est aussi l'affaire de l'honneur d'un homme, ce soir, qui se défend, je crois, avec beaucoup de courage et beaucoup de dignité, et qui sait que le chemin va être difficile et long. Je m'en suis entretenu avec lui, il l'assume avec beaucoup de gravité, beaucoup de tristesse aussi. Et ce soir, moi, je voudrais faire part de ma tristesse et de mon émotion devant un homme qui, malgré tout, est victime d'un lynchage, qu'on le veuille ou non. On a connu ça par le passé, des gouvernements de droite comme des gouvernements de gauche. Moi, je me souviens aussi de l'affaire de Pierre Bérégovoy. Ça me rappelle, par certains côtés, cette affaire. Très injuste aussi. Mais je pourrais aussi citer d'autres hommes de droite qui ont été de la même façon accusés. Pour le gouvernement, je crois que ce soir, il prend la décision... Il y a une nécessité aussi de faire la lumière sur un dossier. Bien entendu, le candidat qui a défendu une la République exemplaire et irréprochable... Je n'ai à aucun moment raison de douter de l'exemplarité de Jérôme Cahuzac. Je crois qu'il a fait ce métier, il a été des révélations du gouvernement. Beaucoup de gens le disent ce soir. Il a fait son métier avec compétence, avec talent, avec courage. Et il a été dans le gouvernement, quelqu'un qui était une révélation au cours de ces 9 mois. Oui, ce soir, il assume la part de difficulté qu'il a à surmonter. Je crois que la seule chose à faire ce soir, c'est de saluer son courage, sa lucidité et sa volonté de se battre. Oui, je ne voulais pas couper mon collègue Patria, mais le fond du problème, c'est qu'il faut attendre une décision définitive. Qu'on veuille une république exemplaire, chacun ne peut que la souhaiter. On peut avoir la patience d'attendre que les professionnels aient fait leur travail. Or, cette impatience à condamner a quelque chose qui, personnellement, me révolte. Est-ce que je peux ajouter un mot? Mais vous êtes là pour ça. Prenons un peu de recul avec ce qui se passe et regardons comment fonctionnent aujourd'hui les rapports entre le pouvoir politique qui procède du suffrage universel, de la volonté populaire, et d'autre part des pouvoirs comme le pouvoir des médias ou le pouvoir des juges. Alors le pouvoir des médias, on sait ce qu'il y a derrière, c'est quand même l'argent, sauf pour ce qui concerne les chaînes de services publics. Mais enfin,
Il y en a de moins en moins. Je vous laisse, et si d'autre vous part, me permettez de porter la responsabilité de vos propos. Bien entendu. Bien sûr. S'agissant des juges, de plus en plus, on voit qu'on va vers un système à l'américaine qui va coûter de plus en plus cher. Et par conséquent, là encore, les riches pourront se défendre beaucoup mieux que les pauvres. Donc nous sommes dans un système où c'est l'argent Pardonnez-moi qui a le dernier mot. on n'entend pas, c'est le mot vérité ce soir. Mais la vérité, elle viendra pas ce soir. C'est ça le fond du problème. Le fond du problème, et c'est vraiment, je suis indigné, c'est que la vérité viendra nécessairement, mais en son temps. Or, les professionnels de l'opinion exercent une telle pression qu'un gouvernement est obligé de lâcher un ministre à peu près compétent parce qu'il y a un doute sur une vérité qui sera connue dans 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Ça pose un vrai problème. Je pense qu'on ne peut pas l'éviter profondément aujourd'hui, mais c'est parce que les républicains que nous sommes n'ont pas exercé nos devoirs, et en particulier, nous n'avons pas fait respecter depuis 40 ans le principe du secret de l'instruction, qui protège justement celui qui est mis en examen et qui protège également la procédure. On l'a abandonné. C'est une faute collective. C'est une faute collective, mais il est vrai que la multiplicité de l'offre médiatique a quand même facilité la concurrence au sensationnel. Je voudrais avoir alors l'avis de l'avocate, Leïla Hachi, maître, justement. Quand vous entendez tout cela... Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de sagesse et de prudence, et je rebondirai sur les propos que vous veniez de tenir. Le problème de la vérité qui va arriver dans un temps beaucoup plus long et pour que le temps médiatique. Que le temps médiatique nécessairement. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons l'accélération du temps par la nécessité médiatique, qui fait qu'on veut des réponses immédiates tout de suite maintenant, avec un temps judiciaire qui est beaucoup plus long. Et là, je rebondirai sur un autre problème qui est totalement lié, puisqu'on parlait aussi du budget de la défense, qui est aussi le budget de la justice. Si notre justice est aussi longue, c'est parce que nous n'avons pas non plus les moyens de nos ambitions, et c'est une autre réflexion qu'on pourrait mener. En tout état de cause, vu la situation, compte tenu de la démission de Jérôme Cahuzac, dont acte, aujourd'hui on n'a plus le choix que de s'en remettre à notre justice, en laquelle j'ai totalement confiance, même si effectivement le temps sera plus long, mais c'est laissons donc la justice faire son travail. Aujourd'hui, l'aspect politique ce soir, François Patria, est-ce que vous pensez qu'avec cette décision rapide, vous l'avez reconnu Gérard Longuet ce soir, du président de la République, est-ce que c'est une histoire qui est entre parenthèses, c'est un incident qui est terminé, ou est-ce que c'est aussi le début d'une fragilisation du couple exécutif? La question se pose. Non, d'abord, rappelons aussi qu'on fait passer ce soir Jérôme Cahuzac comme un homme de fer. Moi, je peux vous dire que c'est un homme très sensible, très humain, qui croit à l'amitié et qui croit à ce qu'il fait. Il va manquer au gouvernement. Il est certain qu'il va manquer au gouvernement parce qu'il était une pièce essentielle et que l'action qu'il menait avec Pierre Moscovici à Bercy était une action qui était à la fois sur la remise en norme des comptes publics, avec en même temps l'accompagnement de la politique économique de croissance de notre pays. Bien sûr, il va manquer. Mais je crois que ce soir, Bernard Cazeneuve, qui est quelqu'un qui est très proche de Jérôme Cahuzac, je crois qu'il y avait entre eux une vraie complicité, une vraie amitié, et de nature à donner sans doute un autre tempérament à cette figure de Bercy, mais qui va la mener. Vous souhaitez plus de souplesse, de rondeur peut-être? Pas du tout. Moi, j'ai beaucoup admiré. J'ai pas dit ce que je souhaitais. S'exprimer dans les médias. Ce soir, quand j'entends toutes les partis politiques de ce pays s'exprimer, je crois qu'elles sont assez ensemble pour dire combien Jérôme Cahuzac a rempli sa fonction avec talent et avec beaucoup d'efficacité. Ce soir, il y aura un autre personnage dont j'ai dit qu'il serait différent. C'est pour ça que je ne crois pas pour autant à la crise ministérielle ou à la crise gouvernementale. Les hommes sont différents pour des tâches différentes, mais on peut être dans le même métier, à la fois parfois souple, parfois plus dur, mais être aussi efficace. Il y a une situation politique, économique et sociale qui est là, Jean-Pierre Chevènement, qui est très compliquée pour l'exécutif. Et cette histoire ne facilite pas la tâche du couple Hollande-Ayrault. Est-ce qu'il aurait fallu ce soir remanier, peut-être plus largement profiter de cette histoire pour remanier l'ensemble du gouvernement? C'est un sénateur, François Rebsamen, qui avait dit la semaine dernière qu'il fallait, c'était le terme qu'il avait utilisé, virer un ministre pour se prémunir des couacs à répétition. Je ne crois pas que c'était à lui qu'il pensait quand il disait cela. Voilà. Non, je peux vous le dire. Mais est-ce qu'il aurait fallu un remaniement plus large, d'où ma question? Non, moi je ne le pense pas. Je pense que Jean-Marc Ayrault mérite la sympathie et la confiance qu'il suscite d'ailleurs naturellement. Son gouvernement doit aller à son terme, c'est-à-dire que
généralement, il faut 2 ans. Hein. Disons que le président de la République a fait des choix clairs, notamment pour ce qui concerne la reconquête de la compétitivité de l'économie française. Je crois que ça, c'est la bonne ligne. Le problème est de savoir si les moyens qui ont été mis en œuvre sont suffisants. M. Cazeneuve est un homme brillant. Il a pour lui, alors peut-être que François Patriat ne partagera pas du budget. Tout à fait mon point de vue. Pour moi, il a un mérite, c'est qu'il a voté non à Maastricht. C'était il y a longtemps, il y a 20 ans. Mais on voit où Maastricht conduit. Une monnaie surévaluée, une économie stagnante, un chômage qui progresse, et un système qui ne marche pas. L'affaire de Chypre, la confiscation des comptes, qui n'a pas été entérinée par le Parlement chypriote. Enfin, tout ça montre que ça branle dans le manche. Oui. Et que la mission on voit aujourd'hui que le choix qui a été fait il y a 20 ans était un choix erroné, parce qu'on a mis ensemble des économies trop différentes. Gérard Longuet, c'est un moment... il faut espérer que Cazeneuve aura de l'influence à Bercy pour réorienter le cours de l'Europe. Comme d'ailleurs le président de la République en a émis l'intention. Et le souhait. C'est un moment important demain pour le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il va donc s'exprimer devant l'Assemblée nationale après la motion de censure qui est déposée par le président de l'UMP, Jean-François Copé. Ça se passe à l'Assemblée, mais qu'est-ce que vous attendez de lui? Rien. Rien, parce que très honnêtement, ce que dit Jean-Pierre Chevènement sur l'euro, c'est un rappel à l'ordre. L'euro est une discipline que la France doit partager avec les pays qui réussissent. Il y a en Europe des pays qui réussissent parce qu'ils ont fait l'effort d'adaptation avec des gouvernements de droite, comme Mme Merkel, ou avec des gouvernements de gauche, comme Gerhard Schröder. Nous n'avons pas fait cet effort. Et pendant 20 ans, nous sommes servis de l'euro pour emprunter de l'argent à bon marché. Aujourd'hui, on paye la facture. Et donc la marche à monter est très haute. Il faut la monter. Et je n'ai pas le sentiment depuis 10 mois que François Hollande l'ait vraiment voulu à aucun moment. Et c'est donc du retard qui s'accumule, des difficultés qui s'accumulent. Et très honnêtement, je ne vois pas ce que Ayrault peut nous apporter demain. S'il est jovial, s'il est aimable, s'il est brillant, s'il est talentueux, tant mieux. Tant mieux. Mais le fond du problème... Vous reconnaissez toutes ces qualités que vous venez de citer? Non, je ne le crois. S'il le prouve, tant mieux. Pour la France, je préfère un gouvernement qui inspire la confiance qu'un gouvernement qui inspire la dérision. Mais la vérité, c'est que nous ne prenons pas le chemin des pays qui ont réussi en Europe. Je veux aussi avoir la réaction, je vous donne la parole tout de suite, M. Chevènement, de Laila Haïchi. Qu'est-ce que vous attendez du discours demain? C'est un discours important qui fait suite à une motion de censure. C'est toujours un élément clé dans un quinquennat. Qu'est-ce que vous attendez des paroles demain et peut-être aussi des actes de Jean-Marc Ayrault? Bien sûr, c'est un discours qui est important demain. En revanche, je ne rejoindrai pas totalement votre analyse sur ce sujet. Sur ce sujet, compte tenu du fait que nous sommes dans une situation économique complexe, compliquée, et qu'encore une fois, pour revenir sur le temps médiatique qui était le sujet de notre débat. Le problème, c'est que nous sommes dans un temps, dans une situation extrêmement complexe qui mérite des solutions beaucoup plus longues et qu'effectivement nous sommes dans une situation les Français ont le temps d'attendre ces solutions. Ce que je suis en train de dire, c'est que la situation est complexe et qu'effectivement il y a une impatience de l'opinion publique, de la population qui est totalement juste et justifiée, qui n'est pas du tout contestable. C'est pas mon propos. Ceci étant, il faut comprendre qu'en même temps notre situation économique, la situation globale dans laquelle nous sommes, impose des solutions qui sont plus longues. Il faut aussi faire preuve de patience et je ne doute pas du fait que le Premier ministre saura apporter, en tout cas c'est sûr que notre population a besoin d'espoir aussi, qui est important aussi de souligner. Un mot, s'il vous plaît, pour dire que l'euro est un rappel à l'ordre, mais à ceux qui l'ont fait, c'est-à-dire vous, la droite, avec une certaine gauche. Bah oui, le président Mitterrand, que j'ai soutenu. Jacques Chirac l'a rejoint, M. Balladur, beaucoup d'autres, et c'est votre œuvre commune. Et on ne peut pas distinguer les pays comme l'Allemagne qui aurait remis de l'ordre et les autres, parce qu'en réalité l'Allemagne, sur le plan industriel, est une grande puissance depuis la fin du XIXe siècle. Et le décrochage de la France, malheureusement, est ancien. Nous avons dévalué souvent depuis 1945, c'est comme ça que nous avons eu une expansion continue pendant les 30 Glorieuses. Tout ça est vrai, vous le savez bien, Gérard. Tout ça est vrai, mais justement, en 92... Au vrai, allons à l'os de la vérité. Parce que la vérité, il faut la chercher en tout domaine.
Alors, sur cette affaire-là, la vérité est que malheureusement, l'économie française, confrontée à l'économie allemande, eh bien, elle a perdu déjà 15 points de compétitivité depuis cher Jean-Pierre Chevènement, nous avons pris l'habitude de dépenser ce que nous n'avons pas produit. C'est la simple réalité. Alors, avant d'évaluer, c'est un autre débat, mais c'est passionnant. Oui, on va revenir à l'actualité de la soirée. Donc il faut produire ou alors dépenser moins. Et peut-être faire les deux, produire plus et dépenser moins. Même question, François Patria, qu'est-ce que vous attendez demain de Jean-Marc Ayrault? Il y a plusieurs membres de votre majorité qui se sont exprimés pour appeler à plus de cohérence, à plus d'explications, de pédagogie de la part du gouvernement. C'est cela que vous attendez demain de la part de Jean-Marc Ayrault? Je crois que, j'attends du gouvernement qu'il dise bien le cap qu'il a fixé. Il le dit, on l'entend peu. Pourquoi Pourquoi ça n'imprime pas? Quand on commence par dire aujourd'hui, parce que c'est pas facilement audible, de dire aux Françaises et aux Français, la première des choses à faire, c'est de rétablir les fondations. Je ne partage pas du tout l'analyse de Jean-Pierre Chevènement, par ailleurs, sur l'euro. L'euro n'est pas le révélateur d'une différence d'économie entre nos pays. L'euro est tout simplement là pour nous rappeler que la discipline budgétaire doit être la règle de base de toutes les nations. Et que ceux qui ont échappé à la discipline budgétaire, ceux qui ont dérapé par le passé, ont entraîné des dettes que nous sommes obligés aujourd'hui de freiner, d'arrêter et de combler. Et que le premier devoir, quand on veut reconstruire la maison, c'est d'abord de rétablir les équilibres. Et j'attends de ce gouvernement de montrer que d'un côté, eh bien, il continue de rétablir cet équilibre, de retrouver une marge de financière dans notre pays. Parce que le moindre signe de relâchement qui ne tient pas l'euro aujourd'hui serait un signe dramatique donné au marché demain et à l'endettement de la France et à notre charge supplémentaire. J'attends de ce gouvernement, justement, qu'il montre que la discipline budgétaire, elle est obligatoire. Mais que dans le même temps, nous n'oublions pas qu'il y a aussi des piliers de la croissance. Ce gouvernement, en un an, l'a montré. Lorsqu'il s'est occupé de la compétitivité, demain peut-être de l'exportation, demain de ce que je vois, des déplacements du chef de l'État sur le terrain, je vois aussi une voie qui est tracée avec des chefs d'entreprise qui le croient. J'attends cela demain du gouvernement. Juste un mot. Avant d'évaluer, on plumait les rentiers et on plumait les salariés. Aujourd'hui, on ne peut plus dévaluer, donc on plume les épargnants et ceux qui investissent. Alors, ça, c'est embêtant parce que le moteur de l'économie en souffre. Alors, messieurs, madame, mais dans les deux cas, c'est immoral. Un mot simplement. Nous avons perdu notre souveraineté budgétaire, notre souveraineté monétaire, et nous allons perdre, nous avons déjà perdu notre souveraineté budgétaire, puisque la Commission va regarder le budget avant même que le Parlement en soit saisi. C'est notre souveraineté militaire. Messieurs, madame, je voudrais terminer par un tour de table quand même sur l'actualité de la soirée. C'est un remaniement, mais avec un homme clé qui quitte le gouvernement. Vous l'avez rappelé, François Patria, c'est Jérôme Cahuzac, homme. Vous dites non de faire, mais ses collègues le décrivent ainsi. Homme reconnu pour sa compétence sur les différents dossiers. Il y a les arbitrages difficiles sur, vous l'avez dit, le budget. Il y a aussi de très nombreuses échéances qui arrivent. Qu'est-ce que, Jean-Pierre Chevènement, qu'est-ce que ce nouveau gouvernement remanié, quel est le défi le plus important à venir pour lui, selon vous? C'est de changer les règles du jeu de la zone euro. Je pense que c'est par là que passe le sentier de croissance que François Hollande a déclaré vouloir retrouver. Si on ne fait pas cela, eh bien on va aller au-devant de graves déconvenues. Il y a Chypre, mais il y a aussi l'Italie. Et penser que les mois qui viennent ne seront pas des mois de grande tranquillité. Voilà pour ce défi. Gérard Longuet, même question. Et avec de l'amitié pour Jean-Pierre Chevènement, je pense exactement le contraire. Puisque Hollande, en un an, a montré qu'on ne pouvait pas amener l'euro et l'Europe à la France et à ses points de vue, il faut amener la France à la performance et à la compétitivité européenne. Leïla Hechchi, le principal défi? Je pense que justement c'est de trouver, de faire en sorte que le chômage diminue et de multiplier les emplois. Je pense que c'est là où principale préoccupation des Français, bien sûr. François Patria. De parler à la France et aux Français. Et le gouvernement tente de le faire aujourd'hui. J'espère qu'il le fera mieux. On retient votre phrase. Tente de le faire. De parler à l'Europe et de faire entendre que la croissance, elle passe aussi demain par des décisions européennes. De parler au monde, c'est ce qu'a fait le chef de l'État ces jours-ci avec les nouveaux contrats que nous avons pu signer. Merci beaucoup, messieurs, madame, d'avoir participé à ce journal. Nous devions parler, je sais, Jean-Pierre Chevènement, vous le regrettez, du budget de la défense avec des décisions importantes à venir lors d'un conseil de défense. Rassurez-vous. Mais on aura l'occasion d'en reparler. On pourra en reparler, mais vous reviendrez. Donc. Je vous en fiche mon billet. Vous reviendrez. Donc merci. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle la principale information de cette édition. Après l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Paris dans l'affaire Cahuzac, le président Hollande met fin aux fonctions du ministre du Budget et le remplace ce soir par Bernard Cazeneuve.
Cazeneuve, l'actuel ministre des Affaires européennes. Changement conséquent ce soir, puisqu'avec Jérôme Cahuzac, c'est un élément clé, et nos invités l'ont dit ce soir, du dispositif Hollande-Hérault qui quitte le gouvernement en pleine préparation du plan de rigueur pour 2014 et à l'heure d'arbitrage décisif. Mais on rappelle que Jérôme Cahuzac n'est pas mis en examen ce soir et qu'il y a toujours la présomption d'innocence. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée, à demain avec plaisir. Xavier Bertrand, l'une des figures de l'UMP qui se projette en 2017, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Invité de Preuve par 3, vous inaugurez notre nouveau studio, Xavier Bertrand. Ce rendez-vous réalisé en partenariat avec l'agence France Presse qui sera représentée dans quelques instants sur ce plateau par Suzette Bloch, en partenariat également avec Dailymotion. Alors avant d'évoquer votre stratégie personnelle, j'en disais un mot, Xavier Bertrand, à la fin de cette émission avec Perrine Tarnaud, voyons quels angles d'attaque vous privilégiez contre le gouvernement. On peut parler d'abord du déficit de la branche famille de la sécurité sociale, un déficit qui a explosé sous le précédent quinquennat, c'est l'argument que met en avant le gouvernement pour annoncer des réformes, avec l'idée donc de parlementaires socialistes de réduire les prestations pour les familles les plus aisées, de les diviser par deux. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste ? La piste de M. Bapt, qui consiste à dire on divise par deux les ménages les plus aisés, mais en fin de compte, il s'attaque aux classes moyennes, est une très mauvaise solution. Une très mauvaise solution. C'est très socialiste. On donne le sentiment de demander des efforts, mais en fin de compte, il s'en prend de plein fouet aux classes moyennes. Parce que ce que propose le rapporteur, projet de loi de financement de la sécurité sociale sur la partie famille, M. Bapt, socialiste, c'est de dire un couple dont chacun des membres a 2200 € par mois, à eux, terminé, on divise par deux les allocations. Alors, c'est les super riches, ça ne concernerait que 10% des bénéficiaires des allocations familiales. 4 000 € par mois, c'est les super riches. C'est peut-être les super riches de M. Hollande à l'époque. Mais pour moi, j'ai toujours dit les choses très clairement. Si on veut avoir un discours de vérité, je pense dans les années qui viennent, que pour les Français les plus riches, les plus fortunés, les plus aisés, je pense qu'il ne faudra plus verser les allocations familiales. Mais pour moi, c'est bien au-dessus des classes moyennes. Ah bon, à partir de combien ? Prenons par exemple le barème de l'impôt sur le revenu, la tranche marginale de l'impôt sur le revenu. Si on n'est pas riche à 4 500 €, comme vous le dites, on est riche à partir de combien ? Donc pour vous, c'est la question. Mais moi, je ne suis pas socialiste, moi je ne mets pas les Français dans des cases. Moi, je tiens juste un discours de vérité. Le discours de vérité, c'est on ne fera croire à personne que dans les années qui viennent, on pourra continuer à donner tout à tout le monde. Mais la différence, c'est que je pense qu'il faut préserver les allocations familiales pour les classes moyennes, et aussi pour les Français les plus modestes. Et pour ceux qui sont les plus fortunés, il faut garder ce principe d'universalité, la politique familiale, en leur donnant toujours, en leur garantissant toujours l'accès, par exemple, aux places en crèche. Mais la méthode qui consiste à dire pour le gouvernement, il faut fiscaliser, mais alors ça, je suis désolé, c'est bien un gouvernement social. Bon, attendez, c'est ballon d'essai sur ballon d'essai. Elle est contre. Oui, ils ont quand même évoqué l'idée. La fiscalisation, c'est je donne d'une main et je reprends de l'autre. C'est bien socialiste. Mais donc votre idée, on la retient quand même, c'est de priver les très hauts revenus d'allocations familiales, mais vous ne donnez pas de chiffres encore. Je ne suis pas rapporteur général du budget socialiste, je ne suis pas à faire un projet de loi de financement. Moi, je dis les choses clairement. Pour les plus hauts revenus, je suis persuadé qu'eux-mêmes préfèrent qu'on leur donne moins plutôt que de leur prendre toujours plus, comme le fait le gouvernement aujourd'hui avec les impôts, les cotisations et les taxes. Alors, on a l'impression que l'UMP ne fait plus de quartier. Je ne sais pas si vous allez me démentir, Xavier Bertrand, mais alors là, maintenant, tous les ministres sont ciblés, y compris Manuel Valls, d'ailleurs, qui a été bombardé lors des questions d'actualité. Et parce que je pense que Manuel Valls est l'un des plus mauvais ministres de l'Intérieur qui soit. Des coups de menton, des grands discours, ou quand il nous dit régulièrement que c'est inacceptable, ça ne fait pas une politique. Manuel Valls, c'est le ministre de l'Intérieur qui, avec Daniel Vaillant à l'époque, a les plus mauvais résultats en matière de lutte contre la délinquance. On avait compris que c'était votre chouchou jusqu'à présent à l'UMP. Chouchou ou plaisanter? Ah non? Un ministre par nature, c'est quelqu'un qui est jugé sur ses résultats. Mais s'il y a un ministre qui, plus que les autres, est jugé sur ses résultats, c'est le ministre de l'Intérieur. Et quand vous prenez
notamment au premier semestre 2012, c'était encore Nicolas Sarkozy. Il y a eu 68 000 victimes de délinquance en moins. Deuxième semestre 2012, François Hollande, Manuel Valls, 45 000 victimes de délinquance en plus. Voilà la réalité. Et en définitive, M. Valls, aujourd'hui, fait des discours très, très autoritaires, mais où sont les résultats? C'est ça qui plaît aussi, peut-être une partie de votre électorat d'ailleurs, hein, Xavier Bertrand. Mais les Français, attendez, n'attendent plus des discours, ils attendent des résultats. Et les résultats de Manuel Valls en matière de délinquance sont très mauvais. Et en définitive, il ne se consacre pas à 100% à la politique de lutte contre l'insécurité, de lutte contre la délinquance, contre la criminalité. Que fait-il donc alors? Écoutez, c'est lui qui est chargé des basses manœuvres pour protéger la gauche de la colère électorale. La réforme des modes de scrutin, la réforme du mode de scrutin cantonal, la réforme du mode de scrutin sénatorial, le report du calendrier électoral pour les régionales. Tout ça, c'est parce qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, les Français sont très en colère et que le rôle aussi de M. Valls, c'est de protéger le président de la République de la colère électorale. Ça n'est pas ma conception du rôle d'un ministre de l'Intérieur. Vous lui attribuez aujourd'hui, pour être clair, un rôle politique plus qu'opérationnel en matière de sécurité. On voit bien le temps qu'il a passé au Parlement, les textes qui sont présentés, qui ont été discutés au Sénat. M. Valls s'occupe d'électoralisme, alors qu'il devrait s'occuper à 100% de la lutte contre la délinquance. Et en plus, il faut bien voir ce qui est en train d'arriver. La politique pénale que propose Mme Taubira, symbole de laxisme par excellence, je suis désolé, tout ça nous amène à de très mauvais résultats. En matière de délinquance, les Français veulent être protégés. Ça n'est pas ce que fait Manuel Valls aujourd'hui. On se dit que pour vous, Christiane Taubira est sans doute une cible quand même plus facile, parce qu'effectivement, elle supprime les peines planchées, elle supprime les jurés populaires en correctionnel. Donc elle détricote certaines de vos réformes. Mais le problème n'est pas de tricoter ou de détricoter. Le problème, c'est de garantir la sécurité des Français. Ça passe bien évidemment par la prévention, ça passe par l'interpellation, ça passe aussi par une chaîne de sécurité, et notamment qui repose sur l'action de la justice, une action rapide et une action ferme. Et le problème, c'est que ce sont des idéologues en permanence. Parce que Sarkozy l'a fait, il faut défaire. Mais les peines planchées, je suis désolé, c'est ce qui a permis d'éviter que l'impunité ne soit érigée en règle absolue. Alors, je cherche quand même des points communs entre vous et Manuel Valls, Xavier Bertrand. Je me dis que peut-être vous également, vous regrettez la mise en cause de la laïcité. Ce sont les mots du ministre de l'Intérieur par la Cour de cassation, qui a donc annulé le licenciement de cet employé voilé de la fameuse crèche Babylou. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Écoutez, j'ai toujours défendu le principe de laïcité, notamment dans cette affaire de cette crèche Babylou dans les Yvelines, si mes souvenirs sont exacts. La question qui se pose, c'est la laïcité dans une crèche privée qui assume pour moi une mission de service public. Je l'avais dit dans mes fonctions précédentes à l'Assemblée nationale, je n'ai pas varié. Donc la Cour de cassation vient de rendre une décision, normalement on n'a pas à la commenter, eh bien je la commente. Alors, vous la commentez. Cette décision aujourd'hui porte un coup à la laïcité. Et je le dis, il nous faut très très rapidement engager toute une étude pour savoir quelles sont les personnes privées qui, à notre sens, assument une mission de service public et garantir la laïcité à l'intérieur. L'employé d'une crèche, par exemple, l'employé d'une crèche, parce que c'est un exemple type de service public, l'accueil des enfants, et la laïcité doit être garantie là. Et s'il faut passer par une nouvelle loi, là je pense qu'il faudra que les parlementaires ou le gouvernement déposent. Il faut garantir la laïcité partout sur notre territoire et à chaque instant. Si une décision de justice semble remettre en cause cette laïcité, alors là, il faut que le législateur intervienne. Et là, la laïcité n'est pas négociable et la laïcité ne peut pas reculer à quelque endroit que ce soit. Et là, en la matière, vous diriez que Manuel Valls a eu raison de sortir de ses fonctions. Mais attendez, ce problème, c'est pas de donner. Excusez-moi, je ne suis pas maître d'école, je ne distribue pas des bons points ou des mauvais points. Vous l'avez accablé quand même tout à l'heure. Là, il est sorti de ses fonctions, il l'a dit lui-même pour commenter une décision de justice. Vous l'approuvez. Je fais la même chose. Vous faites la même chose. Il est, excusez-moi, sur la position que j'avais aussi quand j'étais ministre du Travail sur ces questions-là. Alors, je voudrais qu'on parle d'un autre ministre, Jérôme Cahuzac, puisque d'après donc les dernières informations de la justice, sa voix sur le fameux enregistrement où l'on entend quelqu'un évoquer un compte en Suisse est bien la sienne, selon l'enquête de la police. Comment est-ce que vous réagissez? Quelle est, selon vous, aujourd'hui, la position du ministre du Budget dans le gouvernement? Je n'ai jamais fait de commentaire sur ce sujet. Je ne vais pas commencer à en faire maintenant. C'est à lui de s'exprimer, c'est à la justice de parler. Et je voudrais juste vous dire une chose. Qu'est-ce que ça tranche avec l'action des socialistes vis-à-vis notamment de mon ami Éric Woerth à l'époque?
Ça, vous l'avez déjà dit au début de l'affaire. Là, on a des éléments nouveaux d'information. Il y a même une information judiciaire qui est ouverte pour blanchiment de fraude fiscale. Ça ne vous entraîne pas? Un commentaire supplémentaire, Xavier Bertrand, sur M. Cahuzac? À la justice de parler, à M. Cahuzac de parler, point. C'est tout. Bien. Alors, la législative partielle de dimanche prochain, dans l'Oise, opposera donc l'UMP au Front National. La candidate socialiste a été éliminée dès le premier tour. Est-ce que vous imaginez une projection nationale de ce scrutin, c'est-à-dire un nouveau 21 avril? Ce qui est surtout en train de se passer dans l'Oise, et on sent monter dans tout le pays, c'est une vraie colère des Français, notamment de celles et ceux qui ont voté pour François Hollande. Vous savez ce qu'ils disent aujourd'hui? François Hollande, il s'est bien foutu de nous. Parce qu'il y en a qui ont sincèrement cru à ses promesses, qui ont cru que s'il y avait le changement, si Nicolas Sarkozy était parti, tout s'arrangerait, comme l'avait promis François Hollande. Vous avez à la fois des Français qui sont très très inquiets, vous avez des Français qui sont très très en colère. Et ceux-là font payer aux socialistes, très clairement, le matraquage fiscal. Quand à l'époque il avait été dit, parce que je pense que François Hollande est un spécialiste en mensonges, il a menti pendant toute la campagne, et il continue à le faire. Quand il avait dit, vous inquiétez pas, il n'y a que les très riches qui paieront. Et les retraités aujourd'hui, qui payent une cotisation de 0,3 ou 0,6% l'an prochain, qui risquent de voir leur retraite progresser moins vite que l'inflation à l'avenir, c'est leur souhait. Quand vous avez les ouvriers qui faisaient des heures supplémentaires, qui ont perdu le bénéfice des heures supplémentaires, ce n'était pas dit par François Hollande à l'époque. Il a menti. Donc et maintenant, aujourd'hui, bien sûr, bon, bien sûr. Vous savez, les Français aujourd'hui jugent encore une fois sur les résultats. On leur avait promis que tout irait mieux. Et quasiment 10 mois après, la France va beaucoup plus mal. Il y a quand même une explication à ça, et ce n'est pas seulement la crise. Dimanche prochain, le Parti Socialiste a appelé à voter contre le Front National dans l'Oise. Vous l'avez noté, Xavier Bertrand. Comment est-ce que vous appréciez cette attitude républicaine du PS? Michel Grossi, je ne suis pas commentateur politique. Je suis moi alors vous-même, est-ce que politique. vous seriez prêt à un geste similaire? 10 fois on nous a posé la question. Oui, la question revient aujourd'hui. Non, la question. D'une certaine manière, la à l'inverse. Ne se pose pas. Si la situation. Non, mais attendez, Michel Grossi, c'est quoi? Quel est le cas de figure la semaine prochaine? C'est Mancel, Front National. Je serai dans l'Oise, je voterai Mancel. Voilà. Je voulais vous demander tout simplement, c'est peut-être répondre plus directement, si vous êtes en accord avec la position de Jean-François Copé qui dit ni PS ni Front National. Mais attendez, l'occasion peut-être ça a toujours été ma position. C'est-à-dire en ce qui me concerne, ce que vous venez de dire. Je l'ai dit à l'époque quand il y avait des cantonales dans le Pas-de-Calais, et moi-même, regardez-moi bien, j'étais victime d'une fatwa de Madame Le Pen aux élections législatives. Oui. Elle voulait ma mort politique. Eh bien, je suis toujours là. Vous avez évoqué la réforme des retraites il y a un instant, avec une cotisation supplémentaire. Vous prenez d'ores et déjà le passage à la retraite à 62 ans pour tenter de résorber les déficits. Plus tôt que prévu. Voilà, c'est prévu normalement en 2017. Je propose 2015, de façon à dire il faut travailler plus longtemps. D'accord. Mais en contrepartie, ne touchez pas aux retraités actuels. D'accord. Est-ce que vous craignez la généralisation de la désindexation des pensions, comme ça va se passer en partie pour les retraites complémentaires? Est-ce que vous craignez que ce soit une piste sérieuse du gouvernement? Le gouvernement a cela en tête. Jérôme Cahuzac s'est exprimé, les autres ministres n'osent pas embrayer le pas, mais ils veulent aujourd'hui que les pensions de retraite augmentent moins vite que l'inflation. Et je voudrais juste vous porter un témoignage. Voilà quelques semaines, dans une de mes permanences, dans une commune rurale, un monsieur vient me voir. Il me dit « Je suis retraité de la fonction publique. Quand je fais le plein de ma cuve de fioul, c'est 200 € de plus. Ma mutuelle, 14 € de plus par mois. Tout augmente. Si ma retraite, elle augmente plus, je fais comment, moi ?» Voilà pourquoi il faut absolument préserver le pouvoir d'achat des retraités, parce que d'une part, ça les fragiliserait, et n'oublions pas non plus... Il y a eu un accord entre partenaires sociaux, ils sont prêts à cet effort, ils l'assument. Et vous savez ce que disent les gens aussi? J'imagine qu'ils ne sont pas très heureux, évidemment. Ça touche qui? Encore le privé. Parce que le public, les retraités du public, eux, ne sont pas concernés, il n'y a pas de complémentaire. Et ce que je propose, moi également, pour la réforme des retraites, où il faudra du courage, c'est de dire qu'il faudra en passer par un système par points, où chacun, en fonction de ses cotisations, pendant toute sa carrière, se voit attribuer des points, et c'est un gros avantage. Public, privé, à 100% la même chose. Journalistes, parlementaires,
le même régime de retraite. Public-privé, le même régime de retraite. Plus question des 6 derniers mois par rapport aux 25 meilleures années. Les journalistes gagnants alors, si vous faites ce comparatif là. Exactement le même principe, parce que les Français aujourd'hui sont prêts à faire des efforts, mais à une condition, tout le monde logé à la même enseigne. D'accord. Alors, il n'y a pas que les élections partielles, il y a les sondages qui sont en berne pour l'exécutif. La dégringolade se poursuit pour le chef de l'État, pour le Premier ministre. Mais les ténors de l'opposition en profitent-ils? La réponse nous est apportée par Sophie Normand avant d'accueillir Suzette Bloch de l'agence France-Presse. Jamais la cote de popularité d'un président de la République n'est tombée aussi bas en seulement 10 mois de pouvoir. Selon le dernier baromètre Ipsos, François Hollande ne récolte plus que 31% d'opinion favorable. Une tendance confirmée par tous les instituts de sondage. Nicolas Sarkozy, en son temps, n'avait pas atteint un tel plancher avant avril 2011, soit 4 ans après son élection. Un mécontentement à l'égard de l'exécutif qui ne profite pas pour autant à l'opposition. Quand on regarde un peu les résultats de ce baromètre, on s'aperçoit que les principaux leaders de l'UMP et de la droite, eux aussi sont en dégringolade parce que finalement il y a une défiance généralisée vis-à-vis du personnel politique, et puis en dégringolade aussi auprès des sympathisants UMP qui finalement leur reprochent aujourd'hui de ne pas faire vraiment leur travail d'opposant, de ne pas être audibles et de ne pas proposer de solutions alternatives crédibles. Des sondages en chute pour l'ensemble de la classe politique, même si le top 10 des leaders les plus appréciés comporte 6 personnalités de droite. L'alternance ne crée plus des